Merci beaucoup de l'opportunité de venir présenter ici aujourd'hui. Merci aussi à RECO Québec. Donc, j'ai eu le plaisir dans le passé de présenter lorsque on était en personne. Alors, c'est toujours mieux d'être en personne, mais il vaut mieux au moins avoir l'opportunité. Puis, comme vous le mentionnez, ben, on finit par s'habituer à ce mode virtuel-là. Donc, tout est beau? Parfait. Donc, bien, merci beaucoup. Et puis, donc aujourd'hui, je vais vous parler, oui, du défi des exercices de table en mode virtuel, mais aussi ce qui s'amène à nous, bien, avec le mode hybride, ça va être comment qu'on va aussi rouler des exercices en mode où il y a des gens qui seront en présence et des gens qui vont être en virtuel également. Donc, ça va être aussi quelque chose qu'il va falloir penser au courant des prochains, au courant des prochaines semaines, mois et années à venir. Donc, je vais couvrir avec vous les principes de base, puis aussi comment dynamiser ces exercices-là pour qu'ils demeurent pertinents. Donc, premier principe de base, en fait, lorsqu'on réalise des exercices, il y a évidemment, on pourrait réaliser des situations réelles, mais on peut aussi avoir des situations où on va avoir en fait, on veut s'exercer parce qu'on ne voudrait pas créer un désastre juste pour être sûr que nos plans fonctionnent. Donc, il y a le guide de bonne pratique de BCI qui dit que la capacité de réponse, en fait, n'est pas considérée comme fiable ou efficace tant qu'elle n'est pas exercée. On a également, il y a la sécurité civile aussi également là, qui, dans ces étapes là, de préparation, mentionne également la nécessité de s'exercer. Alors, on dit qu'un exercice va nous permettre d'évaluer la capacité actuelle d'organisation, renforce la confiance en ses capacités et en ses plans, puis favorise la cohésion, le travail d'équipe. Donc, vraiment, il y a tous ces grands objectifs-là que va nous permettre l'exercice. Puis, il vaut mieux se tromper quand on est en mode exercice que quand on est en train de faire une situation, gérer une situation réelle. Puis quand on parle d'exercice, tout à l'heure, Mme Simard a parlé d'exercices de table, mais en fait, il y a différents types d'exercices qu'on peut réaliser. Il y a ceux qui sont fondés sur la discussion, par exemple, quand on parle d'un walkthrough en anglais souvent, où est-ce qu'on va être beaucoup plus à voir quelles sont les différentes méthodes. Également, il y aura, bon, l'exercice de table, c'est souvent celui qu'on va appeler exercice avec scénario. Exercice de simulation, c'en est un où on est un peu plus en conditions réelles. Par exemple, on va aller dans notre centre d'urgence ou encore on va utiliser nos différents outils à notre disposition pour faire l'exercice. Et ensuite de ça, bien, il y a toute la notion, tous les tests qu'on peut avoir, que ce soit autant les cascades téléphoniques que nos modes de notification d'urgence ou encore tout ce qui pourrait être très simple ou encore quelque chose qui pourrait être très complexe de bout en bout. Et là, après coup, bien, toutes les conditions réelles, que ce soit, bon, surtout en sécurité civile, vous êtes bien habitués d'en avoir quand on parle d'exercices qui aura lieu avec les différents aéroports où on va avoir même des acteurs qui sont impliqués. Évidemment, ceux-ci prennent énormément de temps à être organisés et ils ne sont pas réalisés fréquemment. Donc, il faut voir qu'on a cette panoplie-là d'outils. Aujourd'hui, avec vous, en fait, on va utiliser quand même un autre outil qui s'appelle Vivox, qui aide en fait à engager les gens, que j'ai utilisé beaucoup. Puis en fait, il y a différentes autres plateformes là, qui existent en ligne pour s'assurer que les gens de l'autre côté du fil ben, restent à l'écoute et puis collaborent avec nous. Donc, on va l'employer ensemble. On pourrait l'utiliser en mode formation où est-ce qu'on a un peu plus de fondé sur la discussion ou avoir des choix de réponses. Ce que j'aime bien de cette plateforme-ci de Vivox, c'est le fait que vous pouvez scanner le code QR que vous voyez à l'écran et ça vous permet en fait aller chercher l'information, aller rapidement là, avec votre téléphone, scanner. Et ensuite de ça, bien, vous êtes tout de suite directement sur l'identifiant qui est mentionné. Vous pouvez également aller sur l'application Vivox. Là. Je veux dire, je n'ai aucune part dans l'organisation de Vivox, mais c'est une plateforme aussi, si vous utilisez Teams comme on l'emploie aujourd'hui, qui peut même être intégrée à même la plateforme. Donc, et puis la session va rester active pendant le webinaire. Donc, première chose que j'aimerais vous demander,
dans un contexte où vous êtes de l'autre côté, puis bon, je ne vois pas votre réaction. Si on était dans une salle de conférence, je vous demanderais de lever la main. En fait, parmi vous, combien ont déjà organisé des exercices virtuels? Puis là, ben là, c'est le mot organisé, donc c'est pas participer, mais c'est que vous étiez les organisateurs d'un exercice virtuel. C'est sûr que certains pourraient dire qu'en contexte pandémique, on n'a pas eu besoin nécessairement de cet exercice parce qu'on a été en situation d'exception, on était en situation de continuité des services depuis déjà 2 ans, malheureusement déjà. Hein. Mais encore, il y a plein d'autres situations qui pourraient survenir. Et, par exemple, ça pourrait être une situation où on aurait des cyberattaques qui pourraient survenir ou d'autres. Parce que là, on commence à être confortable là, dans travailler de la maison. Et il y a peut-être aussi des enjeux où on n'a pas nécessairement accès à à tous nos équipements. Quand on était du bureau, on avait peut-être des génératrices, on avait des UPS pour pouvoir nous protéger si jamais on avait une interruption. Mais là, si ça arrive demain matin, comment nos employés clés continuent à travailler? Est-ce qu'on a un espace pour les accueillir à nouveau? Est-ce qu'on a suffisamment de capacité avec les règles actuelles au niveau des recommandations gouvernementales pour l'emploi de ces différents éléments-là? Donc, tu sais, l'exercice virtuel a ses défis. Je vous dirais que un des défis pour moi, déjà avant la COVID, j'avais des clients qui, eux, étaient en fait situés à travers le monde, mais qui avaient un certain noyau qui était dans la même salle. Et moi, on me demandait d'animer l'exercice alors que j'étais dans à distance. Puis là, il y avait un groupe, à peu près une dizaine de personnes qui étaient dans la salle principale et avec des intervenants qui étaient partout dans le monde. Et là, c'était difficile pour moi d'être en train de faciliter l'exercice parce qu'il y avait souvent des conversations qui avaient lieu à même le groupe, et puis je ne pouvais pas nécessairement intervenir parce qu'ils n'étaient pas soucieux du fait que nous, on était un peu, à distance. Donc, le fait d'avoir passé en mode virtuel complètement avec ces clients-là, ça nous a permis d'être complètement, d'être tous égaux devant la caméra. Donc, on était plus à même d'avoir des interactions équilibrées. Donc, pour ces organisations-là qui sont dispersées, qui n'ont pas l'opportunité, puis qui auront tendance à gérer des incidents de façon virtuelle, mais d'avoir passé tout le monde en mode virtuel, ça facilite la gestion. Ça nous fait qu'on est plus habile à utiliser nos différentes plateformes peut-être de clavardage qu'on peut avoir au sein de l'organisation, que ce soit Slack, Teams ou d'autres outils qu'on peut avoir. Ou encore certains canaux. Je dirais qu'une des choses qu'on va aussi beaucoup utiliser, c'est tous les sous-groupes dans Teams. Donc, d'être capable de recréer un peu cette conversation-là qu'on aurait en situation réelle. Ce qui va être le défi, c'est quand on va revenir en mode hybride, où là, idéalement, moi, en tant que facilitateur, j'aimerais être à l'endroit où il y a le plus de gens qui sont réunis parce qu'au moins, je peux m'assurer qu'ils pensent à la personne ou aux personnes qui sont distinctes. J'ai eu l'opportunité, juste avant les fêtes, j'enseigne également là, pour le Business Continuity Institute et puis on est passé, nous, en mode virtuel pour l'ensemble de nos formations. Mais il y a quand même là, certains clients pour des formations privées qui nous ont demandé de se déplacer en personne. Et puis, on a eu l'opportunité d'avoir une personne qui était en virtuel et la balance qui était en personne. Bien, ça s'est quand même bien fait parce que l'organisation était aussi habituée à ce mode-là. Bien, je pense que j'ai beaucoup de gens qui ont contribué. Je vois encore quelques résultats arriver. Alors, je vais fermer le sondage là, pour l'instant. Et puis, continuez à participer. Là, il y a 2 autres questions qui s'en viennent, puis il y en aura une dernière qui sera à la fin. Alors, je suis bien curieuse de voir les résultats pour ce premier sondage. Et puis, si je n'ai pas pris votre réponse dans le sondage, je pense qu'on aura suffisamment d'informations pour être capable de pouvoir que je puisse commenter, en fait, au moins ce qu'on voit à l'écran. Puis, vous allez être encore plus rapide pour la prochaine question. Donc,
En fait, je suis vraiment contente de voir qu'il y a quand même un bon pourcentage qui en a déjà réalisé. On a déjà quand même près de 30% des participants ici aujourd'hui qui en ont organisé, donc non seulement participé, mais organisé des exercices virtuels. Alors, chapeau de ne pas avoir mis ça sur le back burner. Puis ceux qui pensent, bien super, j'espère que les conseils que je pourrais vous donner aujourd'hui vous seront utiles. Pour ceux qui ont, c'est pas dans vos intentions, bien, il y a peut-être différentes raisons qui vous amènent à ne pas le faire. Probablement pour ça peut être parce que c'est pas nécessairement propice à votre organisation aussi, c'est hautement technique, puis vous êtes en présence aujourd'hui, ben, c'est peut-être même pas nécessaire de le considérer. Donc, c'est pas obligatoire non plus là, si c'est pas utile à votre organisation. En fait, une autre question, en fait, qui m'amène à voir, bon, c'est sûr que dans le contexte là, du webinaire de la sécurité civile, vous avez vu ce sujet-là qui était à l'ordre du jour, au planning. Qu'est-ce qui vous a amené à dire que oui, vous vouliez rester connecté pour m'écouter pour la dernière portion de la matinée? J'espère d'ailleurs que vous avez bien apprécié les présentations précédentes. C'était super pertinent. Et puis, on voit que même en situation comme les centres d'urgence, mais la notion là, de continuité de service là, qui est hyper importante. Donc, peut-être que c'est parce que tout simplement, vous voulez connaître les bases d'un exercice de table ou encore parce que vous souhaitez découvrir des nouveaux outils. Et avoir du plaisir, c'est parce que vous êtes en train d'utiliser un nouvel outil qui s'appelle Vivox. Peut-être pour certains, vous le connaissiez déjà. De voir qu'est-ce qui peut se faire un peu partout comme différentes actions. Vous allez voir, là, j'ai mis dans les diapositives des différentes ressources, des façons de faire qui sont propres autant pour les virtuels que des en personne. Je serais bien intéressée à entendre vos commentaires par la suite quand on sera dans la section des questions et réponses pour savoir à quel point, si certains vous avez déjà employé, peut-être qu'il y en a d'autres aussi que vous connaissez, que vous avez bien aimé. Quand on parle, par exemple, des plateformes qui sont de type pour les plateformes comme virtuelles, moi, je vous dirais que la plateforme que j'utilise le plus, c'est celle de Teams parce que c'est celle que notre organisation a choisi d'utiliser. Mais elle fonctionne bien quand on est dans une organisation qui utilise Teams. Si on est une organisation, si par exemple on interagit avec des gens qui n'ont pas Teams, par exemple parmi vous, il y en a peut-être certains qui ne l'ont pas, puis c'était un peu plus difficile de vous connecter au live event aujourd'hui. La plateforme Zoom, à cet égard-là, si vous avez votre propre licence complète, vous donnez les droits à tout le monde d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités. Donc, dans ce cas-là, quand on a des participants de différentes organisations, c'est beaucoup plus facile. Zoom permet d'octroyer l'ensemble des droits à tout le monde qui est présent. Quand on est dans une... il y a d'autres outils, là, par exemple, il existe WebEx ou encore GoToMeeting, mais qui n'ont peut-être pas la même aisance. Puis il y en a peut-être, il y a d'autres, des nouvelles plateformes là, qui émanent. Peut-être certains d'entre vous utilisez Google. Il y a Google Meet aussi, qui est beaucoup utilisé par les écoles. Il y a Amazon Chime qui également sont des plateformes. Mais pour moi, les deux principales que j'emploie, c'est Teams et Zoom. Puis Zoom, l'avantage, c'est vraiment si on est avec différents droits. Une chose à faire attention, si vous utilisez Teams et que vous avez des plateformes qui sont... en fait, s'assurer que la personne qui va créer l'événement, en fait, c'est la personne qui va avoir à faire le soutien technique parce qu'il y a des droits, en fait, on ne peut pas les partager une fois qu'ils sont octroyés. Donc, si ce n'est pas la bonne personne ou encore, moi, ça m'est arrivé dernièrement où le client avait créé une première invitation. Après ça, on a retiré le lien, mais le calendrier de Teams nous a gardé l'ancien lien. Alors, il a fallu être agile rapidement. Comme on avait deux présentateurs, deux personnes au soutien, on était capable de s'organiser là, sans que personne se rende compte du subterfuge. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir du soutien technique, avoir des plans de backup aussi, d'avoir des numéros de téléphone où les gens peuvent se connecter aux besoins. Donc, je vois que vous êtes déjà quand même un bon nombre qui avez participé à
à ce sondage-ci. Alors, je vais le fermer aussi. Puis il en reste une dernière question avant qu'on continue sur les différents propos. Donc, en fait, je suis contente que j'espère que je vous ferai connaître des nouveaux outils, en fait, au courant de la session d'aujourd'hui. Puis vous allez voir, on va quand même couvrir également là, des concepts de base sur les exercices de table. Puis j'espère que vous aurez du plaisir à voir les différentes idées qu'on a, qu'on vous partagera aussi dans le cadre de cette conférence. Ma dernière question avant que je rembarque dans le restant de la matière, en fait, c'est une petite question concept, ça c'est mon côté formatrice. Donc, d'après vous, c'est quoi la première chose qu'on doit faire quand on conçoit un exercice? Est-ce que vous pensez que c'est de choisir le scénario? Est-ce que vous pensez plutôt que c'est de déterminer les objectifs? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'identifier l'équipe de gestion de l'exercice ou encore confirmer la date de l'exercice? Puis probablement, dépendamment d'où vous êtes, puis même j'ai déjà eu des débats avec d'autres gens qui sont formateurs avec moi sur qu'est-ce qui devait venir en premier. Mais les bonnes pratiques disent qu'il y en a une bonne réponse selon les bonnes pratiques. Donc, que ça soit, que ça soit autant de choisir le scénario, déterminer les objectifs, identifier l'équipe, confirmer la date. C'est sûr que si vous pensez, vous êtes une... encore là, je fais référence à des exercices qui sont réalisés par les aéroports, en sécurité civile. C'est sûr que la date, elle va avoir besoin d'être cédulée assez rapidement comme information parce que si on fait... on a une date là, qui traite, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, on va le faire rapidement, mais c'est quand même pas la première chose qu'on va faire. Je vais... donc là, je laisse encore quelques instants là, pour que continuer de voter. Là. Je vois encore qu'il y a des réponses qui rentrent. Alors, je vais faire aller le tout, 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 tout. Bon, mais je vais y aller avec les résultats que j'obtiendrai. Alors, j'espère que j'aurai quand même des bonnes réponses ou en fait la réponse que je m'attends d'obtenir. Donc, encore, je vous laisse un petit 5 secondes. De toute façon, il n'y a pas de prix à la fin pour ceux qui auront donné une réponse. Oui, j'ai la réponse que je m'attendais. En fait, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on détermine les objectifs en premier lieu. C'est sûr que choisir le scénario va être quelque chose qui va quand même rapidement. Puis souvent, c'est ça que les gens commencent à faire. Ils disent « Ah, moi, je fais un exercice de je veux faire tel scénario, je veux faire une évacuation, je veux faire une inondation. » C'est sûr que si vous avez des plans spécifiques d'intervention pour lesquels vous voulez vous exercer, ça va faire partie du domaine d'application, les objectifs de votre exercice, puisque vous attendez. Mais la cause en tant que telle, tu sais, par exemple, l'inondation, est-ce qu'elle est causée par du fragile? Est-ce qu'elle est causée par telle situation? Si elle est causée... même si, par exemple, j'ai mon plan de pandémie, par exemple, que je voudrais exercer, ben, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir déterminé c'est quoi la cause exacte. Mais c'est sûr que de se référer à son registre de risque de l'organisation va m'indiquer mes résultats des exercices antérieurs, mes vulnérabilités connues, va aussi guider dans ce que je vais vouloir viser comme objectif. Mais selon l'objectif que je vais, est-ce que c'est formatif, est-ce que c'est parce que je veux tester les fonctionnalités, bien, ça va guider les prochaines actions. Donc, c'est vraiment important de camper sur qu'est-ce qu'on veut accomplir avant d'aller s'exciter dans le scénario parce que c'est vrai que c'est le fun, c'est un film qu'on est en train de monter. Donc, on va avoir toutes ces différentes étapes-là à suivre lorsqu'on met en place un exercice, donc concevoir les buts, l'objectif, savoir qu'est-ce qu'on attend comme résultat, avoir une équipe qui va nous aider à le planifier. Parfois, on est peut-être tout seul ou juste quelques individus. Si on a beaucoup de participation, puis c'est complexe, mais c'est important de s'adjoindre des ressources techniques expertes, de prendre le temps de planifier, concevoir, puis quand on va réaliser cet exercice-là, bien, souvent, c'est les gens qui l'organisent, qui sont sur la sellette, puis on veut s'assurer d'avoir bien couvert nos arrières.
Puis de s'assurer de faire un débriefage, un débriefing, c'est essentiel, puis d'être capable d'apprendre des leçons de notre exercice parce que ce serait bien bête qu'un an plus tard, on se dit « Ah, on avait fait un exercice là-dessus, puis finalement, on n'avait pas appris. » Et puis, on fait face encore à la même situation. Alors, c'est vraiment essentiel de le faire. Quand on va établir nos objectifs, on va s'assurer qu'ils sont adaptés en fonction des gens qu'on va exercer. Est-ce que ces gens-là sont néophytes? Est-ce que ces gens-là sont expérimentés? À quel point est-ce qu'on peut leur fournir de l'eau au moulin? C'est quoi les différents systèmes qu'on va vouloir tester, exercer, mettre à l'essai? Bon, ça va la même chose au niveau de maturité. Est-ce que c'est des gens qui viennent tout juste de joindre? C'est quoi le mix qu'on a de participants? Puis quel genre d'exercice qu'on veut réaliser? Le genre d'objectif qu'on va vouloir établir, ça pourrait être évaluer les compétences et capacités actuelles. Il faut faire attention. On ne veut pas mettre les gens en boîte. C'est dans un esprit collaboratif. On veut toujours être en train d'améliorer notre programme, mais quand même d'avoir une connaissance, par exemple, au niveau, par exemple, technologique, bien, si on pense qu'on est capable de réaliser une action en 1 heure, puis dans les faits, ça nous en prend 4, bien, c'est important de le savoir parce qu'on va peut-être revoir nos investissements, on va revoir notre séquence d'action. Aussi, on va voir peut-être que des hypothèses qu'on essaie de faire passer, puis que les gens ne croient pas que c'est possible. Tu sais, il n'y a pas personne qui aurait pensé qu'une COVID aurait eu les répercussions. Tu sais, que, quand on parlait de scénario pandémie, on parlait de personnes malades comme on est en train de vivre en ce moment avec Omicron. On ne pensait pas à la fermeture de l'économie, comme on l'a eu dans les 2 dernières années. Donc, ça peut nous permettre aussi d'aller valider tout ça. Quand on va établir notre scénario, ça n'a pas besoin d'être le scénario le plus probable, mais ça doit être un scénario dans lequel les gens vont embarquer. Puis on doit respecter les procédures réelles établies, ou à moins qu'on veuille, que ce soit spécifiquement l'objectif de notre exercice d'aller établir une nouvelle procédure, d'être en mode découverte. Mais on ne veut pas que les gens créer un faux niveau de confort. Souvent, quand je donne des formations, mais je donne l'exemple du collègue de la sécurité civile il y a quelques années qui avait dû malheureusement changer son scénario qui devait être d'attaque zombie. Je trouve ça vraiment triste parce que je pense que ça aurait été, tu sais, moi, je croyais fortement, puis j'aurais trouvé ça super cool qu'au colloque, on puisse faire l'attaque zombie parce que les participants auraient embarqué, puis bien que l'attaque zombie ne soit pas nécessairement quelque chose de plausible, toutes les répercussions que ça peut avoir le sont. Alors, et on aurait été en mesure, dans un contexte ludique, parce que les gens avaient le niveau de maturité pour comprendre ça, d'appliquer les procédures le plus proche possible. On pourra peut-être en discuter tantôt de cet élément-là. Mais quand même, on veut éviter que notre exercice devienne un désastre, qu'on n'ait pas mis en place les contrôles appropriés pour être en mesure d'éviter des situations. Par exemple, Tchernobyl, c'était un test des différents contrôles et on sait ce qui est arrivé. Donc, être capable d'avoir anticipé ça, de pouvoir aussi le minimiser, être capable aussi d'avoir des plans pour dire « Oh, attends, là, on est rendu trop loin, on revient en arrière. » Donc, c'est vraiment important que les gens comprennent qu'on est enfin en mode exercice et qu'il y ait des codes ou qu'il y ait un individu qui soit autorisé à dire « On n'est plus en mode d'exercice. » Puis quand on va être en train de faire notre exercice, notre scénario, donc, bien, on peut jouer dans le temps, essayer de simuler toutes les enjeux de décision qui peuvent survenir. On pourrait faire semblant que même si on est présentement 11 heures du matin, que dans les faits, on serait un 3 heures du matin en pleine saison des inondations. On peut aussi avoir de l'information incomplète, contradictoire, s'assurer que les gens ont le réflexe d'aller valider les faits. On fait beaucoup quand on fait en ce moment nos exercices de cyberattaque, s'assurer que les gens ont ce réflexe-là de dire « OK, est-ce que vraiment cette information-là est valable? Est-ce que c'est vraiment est-ce que je suis vraiment en train de me faire attaquer ou pas? » Voir une rapidité d'évolution de la situation. Donc, aussi, on peut jouer sur l'ampleur de l'événement, la durée dans le temps. On peut aussi insérer des faux problèmes pour voir est-ce que les gens vont être capables de discriminer. On peut aussi distribuer de l'information à un seul individu en utilisant, par exemple, les différents les sous-groupes qu'on peut créer dans Teams, par exemple. Donc,
pensez à tout ça pour rajouter en complexité. C'est sûr que plus que les participants sont matures puis en confiance, mais plus on peut en rajouter. Ou encore, peut-être qu'on peut obtenir des démissions, puis on peut en mettre plus de responsabilités. Mais habituellement, on va quand même être conciliant avec le niveau des participants. Fait que quand on va faire notre exercice, on va s'assurer que l'exercice, qu'on ait spécifié la durée selon les participants. Ça se peut qu'on n'ait qu'une seule heure ou des fois, on peut avoir plusieurs jours. On peut aussi séparer l'implication des différents participants dans le temps. C'est important d'avoir un contrôle sur le temps. Donc, peut-être qu'on est comme je disais tout à l'heure, on pourrait faire semblant qu'on était à une certaine heure, puis dans les faits, on est une autre journée complètement, une autre période de l'année. S'assurer de contrôler aussi l'insertion de nos différents intrants. On va voir qu'on a différentes façons qu'on peut les transmettre. On a aussi voir qui va être impliqué, s'assurer que tout le monde, en fait, surtout quand on est en mode virtuel, là, que les gens ne sont pas tous là à se tourner les pouces ou à faire autre chose. C'est là où on va utiliser du Vivox ou d'autres outils comme ceux-là pour s'assurer qu'ils restent engagés. Puis nous, quand on bâtit notre script dans notre scénario, il faut avoir pensé à qu'est-ce qu'on s'attend que les gens fassent. Est-ce qu'on va avoir des conseils utiles? À quel point qu'on veut les guider ou non dans notre intervention? Ça va dépendre des objectifs qu'on a fixés. C'est bon quand même d'avoir une présentation pour nous accompagner dans la livraison, dans la conduite de l'exercice. Puis moi, j'aime bien avoir un sommaire de mes intrants pour savoir où j'en suis dans ma séquence d'action. Éviter aussi qu'un intrant soit diffusé à un mauvais moment et que ça soit clair si on a plusieurs contrôleurs de l'exercice, que tout ça soit bien orchestré. Donc, plus ça va, plus qu'on peut le faire complexe. Donc, l'exercice virtuel, j'en ai quand même parlé là, pendant que je vous faisais répondre aux questions sur les différents outils. Alors, vous avez ici comme un peu un pense-bête et différents éléments à prendre en compte. Donc, comme je dis, la notion des salles en petits groupes peut être super pertinente. Puis de penser là, avoir des plans B aussi. Il y a différents formulaires aussi qu'on peut utiliser comme Microsoft Forms ou Google Forms ou SurveyMonkey pour aller obtenir un peu plus de viande, là. Puis ce qui est bien, en fait, c'est que ça nous permet de produire des rapports avec beaucoup plus de graphiques qu'on aurait normalement là, si on était en train de recueillir les formulaires papier. C'est quelque chose auquel les gens sont davantage habitués, donc profitons-en de garder cette habitude-là avec ces différents formulaires-là. En présentiel, il ne faut pas oublier, puis en fait, je vous dirais, j'ai eu à rouler un exercice en virtuel, en présentiel au mois de décembre, puis j'étais en train d'oublier mes réflexes. Et alors, je me suis dit, c'était pas une mauvaise idée de vous remettre la liste des choses qu'on doit avoir besoin en présence, parce que de penser comment on installe les gens, d'avoir de valider la connexion Internet, d'avoir la présentation sur une clé USB, d'avoir des haut-parleurs, d'avoir des présence du tableau blanc là, pour prendre les notes. Moi, j'aime bien avoir 3 colonnes où est-ce qu'on a les actions qui sont nommées, les enjeux, puis la zone de stationnement. Donc, si jamais il y a une période là, qui est plus... des gens ne se mettent à errer, mais je suis capable de les remettre les mettre de côté pour qu'on en parle durant le débriefage, avoir des porte-noms avec le nom des personnes, distribuer les intrants en mode papier, offrir des collations, s'assurer, tous ces éléments-là, la distanciation. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. Puis, quand on est dans le format hybride, comme je t'en parlais tout à l'heure, s'assurer qu'on a une prise de parole qui est équitable. Puis, s'assurer qu'on va partager l'information aussi simultanément. Façon de rendre les exercices dynamiques, que ça soit autant virtuel qu'en présence, ça peut être par des bulletins de radio, des appels téléphoniques. Aujourd'hui, c'est rendu facile avec notre téléphone. On peut tout simplement s'enregistrer, le diffuser. Au niveau du visuel, avec tout ce qui est sur les médias sociaux, avec les médias numériques, on peut même créer des fausses nouvelles, on peut faire des médias sociaux. Puis, vous pouvez même avoir des acteurs, des vrais clients, des fournisseurs aussi qui vont participer ou encore prétendre qu'ils le sont si jamais ce n'est pas possible de les avoir sur place. Donc, tout ça va rendre que les participants vont embarquer plus rapidement puis ils vont être plus clairs pour eux la compréhension de la situation.
Donc, par exemple, un matériel réel de catastrophe, donc les inondations, là, malheureusement, de l'automne dernier en Colombie-Britannique. Ça pourrait être aussi des clips de nouvelles. Donc, vous pouvez faire là, avec des bulletins sur écran vert. Même, il y a des outils, le téléprompter, le gratuit que vous pouvez avoir sur Internet. Donc, vous pouvez avoir votre tablette ou votre ordinateur qui est en mode tablette qui peut vous présenter l'information. Il y a différents logiciels d'édition qui existent d'entrée de gamme, aller chercher des images audio, vidéo, puis bien évidemment d'avoir quelqu'un qui est volontaire pour être lecteur de nouvelles. D'ailleurs, ici, c'était un bulletin de nouvelles qu'on avait fait quelques temps avant la COVID, en fait, où c'était sur le point de, alors, une idée de ce que ça peut avoir l'air, un bulletin de nouvelles. Bonjour, ici Marie-Hélène Boudreau pour PCI Nouvelles. Nous débutons notre bulletin avec des nouvelles de dernière minute en provenance de la capitale nationale. La direction de la santé publique de la capitale nationale enquête sur 10 cas de personnes infectées par la légionellose dans le quartier Montcalm. La légionellose ou la maladie du légionnaire est une infection pulmonaire causée par une bactérie de type Legionella qui se contracte par l'inhalation de fines particules d'eau contaminées qui peuvent envahir les poumons puis affecter le système immunitaire. Bien que la légionellose soit très rare et qu'elle ne soit pas contagieuse, elle peut être mortelle, surtout pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. On se rappellera que la légionellose a frappé durement la ville de Québec en 2012, quand une éclosion particulièrement dévastatrice a fait 183 victimes, dont 14 mortelles. Malgré une réglementation beaucoup plus sévère, les statistiques de la Régie du bâtiment du Québec révèlent qu'encore un très grand nombre de tours d'eau dépassent le seuil de risque sanitaire à chaque année. La direction de la santé publique aurait identifié des bâtiments du secteur qui pourraient être la source de la bactérie. Considérant l'analyse effectuée, la DSP a ordonné aux propriétaires des immeubles ayant des tours d'eau d'arrêter leur système et d'effectuer une décontamination préventive. Nous apprenons qu'un des bâtiments identifiés par la direction de la santé publique serait le 200 chemin Sainte-Foy. La direction de la santé publique recommande aux personnes qui se trouvaient en début de semaine près du secteur affecté et qui présentent de la fièvre, des maux de tête, une douleur thoracique ou des crachats avec des filets de sang de consulter un médecin sans tarder. Restez à l'écoute, d'autres nouvelles suivront. Donc, ça permet en quelques instants, en fait, d'avoir rapidement tout le monde a la même compréhension de la situation. Si jamais vous avez des problèmes de connexion Internet, bien, vous pouvez le diffuser dans le chat. Comme ça, les gens bien, ils sont capables d'aller le consulter directement sur leur propre appareil ou encore sur leurs différents médiums qu'ils ont à leur disposition. Toujours important de s'assurer que c'est écrit que c'est un exercice parce qu'on ne voudrait pas que ça devienne une crise et que les gens croient qu'il y a réellement un cas de légionellose. Heureusement, en ce moment, il y a moins de gens qui travaillent du bureau, donc on aurait un peu moins d'impact de cette situation-là. Mais par exemple, l'organisation qui serait en train d'apprendre cette nouvelle-là, bien, une fois qu'elle verrait ce fil de nouvelles-là, bien, pourrait recevoir une notification ensuite de ça de son système de notification pour lui dire que... de Parasolutions, ceci est un exercice. Bonjour, en lien avec les cas rapportés d'employés malades, la santé publique nous demande de fermer nos bureaux pour quelques jours et les tours d'eau doivent être arrêtés. S'il vous plaît, accédez à votre plan de continuité et participez à la rencontre de la cellule de crise qui aura lieu à midi pour déterminer les impacts de cette mesure et les actions à prendre. Merci de votre collaboration. Votre coordonnateur de la continuité des activités. Le message suivant sera répété une deuxième fois. Serez-vous présent à la rencontre de midi? 1 oui. 2 non, mais mon suppléant sera présent. 3 non. Vous pouvez communiquer votre réponse en appuyant la touche correspondante, puis le dièse. L'exercice peut être également une opportunité d'aller tester les outils que vous avez
de notification au sein de l'organisation, s'assurer que les gens sachent bien c'est quoi le numéro. C'est sûr que vous allez avoir avisé à l'avance qu'ils vont recevoir une notification sur leur téléphone, comme ça, ils vont le prendre. Sinon, il y a des chances que, vu qu'ils sont en exercice, qu'ils ne le prennent pas. Donc, ça vous permet aussi de valider des différents éléments de fonctionnalité. Ça peut être, comme je vous dis, des nouvelles sur les médias sociaux, donc on peut le rendre un petit peu plus réaliste. Avoir des cartes, comme j'ai mentionné. Puis ça pourrait même de décider où est-ce que les gens vont être situés au début de l'incident. Par exemple, on pourrait dire que tout le monde est en retraite stratégique à un certain endroit, ou encore on pourrait avoir un jeu de cartes puis qu'on dit aux gens s'ils sont disponibles ou pas. Donc oui, toi, tu as Omicron malheureusement, ou toi, c'est tes enfants qui sont malades en ce moment. Ou encore de dire, donc d'y aller vraiment un peu en jeu de hasard à ce niveau-là, avoir une salle pour la conférence de presse si on veut aller exercer cette composante-là, d'avoir, comme tout à l'heure, je mentionnais, des acteurs. C'est vraiment important d'avoir du temps pour le débriefage. Remercier les gens de leur participation. Les gens, bon, bien souvent, peut-être en sécurité civile, ça fait plus partie de votre description de poste, mais en continuité des activités, souvent, on est comme c'est over and above. Ça fait partie des responsabilités additionnelles. La continuité, ce n'est pas la responsabilité pour laquelle on a été embauché. Alors, c'est important là, de ramener aux gens que c'est pour des opportunités d'amélioration, d'être positif, constructif. Aussi, idéalement, d'être capable de faire un débriefage à chaud, juste pour être sûr que les gens soient vraiment, qu'on recadre dans le fond l'expérience qui vient d'être vécue, puis de faire un débriefage formel, surtout s'il y a des suivis là, importants qui doivent être faits, là, pour s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer, puis de contribuer, dans le fond, à l'amélioration du processus. Demander d'avoir une évaluation individuelle, remettre un rapport aussi d'exercice avec un plan d'action, puis aussi on faire le suivi, puis idéalement, bien, être capable d'établir la prochaine date parce que les gens vont être excités de ça. Fait que les choses à faire, dans le fond, c'est d'avoir des objectifs qui sont clairs, s'assurer que tous les participants sont sollicités dans l'exercice, n'ont pas l'impression qu'ils ont perdu leur temps. Puis si jamais on sait qu'il y a des gens qui vont être moins sollicités, on peut les aviser à l'avance que ça ne sera pas le cas, qu'ils vont être un peu moins impliqués. Aussi, avoir un scénario avec des intrants qui sont engageants, être quand même flexible si jamais il y a quelque chose là, de vraiment là, qu'on n'avait pas prévu qui a été aussi mis, puis s'assurer d'être prêt à répondre si les gens ont des enjeux, qu'on soit allé valider nos différentes informations, puis d'avoir du plaisir, c'est super important. Les choses à ne pas faire, c'est de prévoir trop d'objectifs, rendre le scénario trop complexe, utiliser trop d'intrants, essayer d'en faire trop, faire paraître les gens stupides, dépasser aussi le temps qui est alloué, comme moi. Hein? Ma petite musique va commencer à sonner. Donc, en terminant, en fait, j'aimerais ça voir avec vous, en fait, sur la base de ce que je viens de vous communiquer, en fait, comment vous sentez vis-à-vis de la conduite d'un exercice après cette conférence? Est-ce que vous êtes plus motivé? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous êtes effrayé? Est-ce que vous préférez demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place? C'était quand même d'entrée de jeu, là, dans les résultats que j'avais obtenus tout à l'heure, plusieurs d'entre vous aviez déjà réalisé des exercices virtuels, puis vous étiez intéressés à apprendre des nouveaux outils. Alors, j'espère que ce que je vous ai partagé, vous l'avez trouvé pertinent, que vous avez pu en découvrir de nouveau. Et puis, je vous invite dans la période de questions à ne pas hésiter à me poser des questions supplémentaires là, sur le déroulement. Et puis, donc, je vais laisser encore un petit peu de temps pour que vous puissiez vous exprimer. Mais c'est sûr que de réaliser, je pense que c'est en faisant des exercices qu'on devient de plus en plus habile, on est de moins en moins stressé. Même moi, cette présentation aussi, en fait, j'ai eu l'occasion de la faire à plusieurs reprises, beaucoup plus en anglais qu'en français, sur des plateformes un peu partout dans le monde, dans le confort de mon foyer, avec la COVID. Mais c'est quand même c'est toujours, c'est normal d'avoir un certain stress aussi. Puis quand on n'est pas assez stressé, des fois, c'est là où on est le moins prêt. Donc, comme je dis, je vois encore quelques résultats qui rentrent. Alors, on va vous laisser, je laisse encore un petit 5 secondes.
Voilà, donc, alors désolée pour ceux qui n'ont pas répondu assez rapidement. Bien, super, alors plus motivée et curieuse, je suis contente de voir que vous avez, que je ne suis pas trop effrayée avec tout ce qu'on a couvert ensemble aujourd'hui. Et puis, donc, ici, j'ai une liste des différents outils que j'ai mentionnés là, pendant la conférence. En fait, Figma, c'est ce qu'on a utilisé pour faire le mock-up de la page web que vous avez vu. Quizzes, Mentimeter, Monkey-Learn, ce sont tous des outils là, qui sont pour faire des sondages. Monkey-Learn, c'est faire des nuages d'idées. Ça, c'est super cool ce que ça donne comme résultat. Puis encore, il peut y avoir différents outils que vous avez à votre disposition qui peuvent être également utilisés. Donc, ben, ça fait le tour de ce que je vais couvrir avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour des questions, mais n'hésitez pas. Et si jamais on n'a pas le temps d'y répondre pendant la conférence aujourd'hui, ça me faire plaisir là, de répondre à vos questions également. Madame Primo, nous avons du temps pour quelques questions, finalement. Trouvez-vous que d'utiliser la fonction robotisée de lecture du texte diminue l'attention donnée au contenu? Bonne question. Oui, bien c'est sûr que ben, je pense qu'il vaut mieux avoir du texte robotisé que de ne pas avoir de texte. Là. Ça aide à ce que les gens puissent, si des gens ont des difficultés de lecture, on parle beaucoup de gens avec des 10-10 et des choses comme ça, donc c'est bon d'avoir une fonction robotisée. C'est sûr que là, ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure, c'était pour un outil de notification d'urgence, donc ça facilite grandement le travail parce qu'on veut déployer rapidement quand on est en notification d'urgence, donc on ne veut pas avoir à se réenregistrer plusieurs fois si jamais notre texte varie. Donc, puis absolument, c'est pour des courtes périodes. Donc, je pense que c'est quand même le désagrément en vaut le bénéfice d'avoir au moins un message vocal que les gens reçoivent plutôt que d'avoir uniquement un message texte ou un courriel qu'ils reçoivent. Parfait, merci. Depuis les 2 dernières années, quel type d'exercice a été le plus populaire? Dans le fond, depuis le début de la pandémie? Ben, en termes de scénario, vous voulez dire? Ou, ben, c'est sûr que c'est beaucoup des exercices de table. Dans les types d'exercices qu'on a vus tout à l'heure. Mais c'est sûr que ce qui est de plus en plus populaire de ces temps-ci comme scénario, c'est vraiment les scénarios de tout ce qui est en fait des événements météorologiques extrêmes qui font en sorte qu'on n'est pas capable de travailler dans une zone géographique étendue. Donc, même si les gens ont leur laptop à la maison, mais ils ne sont pas capables de continuer à travailler. Là. Donc, c'est souvent ce genre de scénario-là, dernièrement, qu'on a exercé, mais quand même beaucoup des exercices de table, là, je vous dirais. Mais il y a quand même aussi des textes fonctionnels qui ont eu lieu également. Parfait, merci. Quels ont été les défis les plus importants lorsqu'on adopte un exercice en mode hybride? Un peu comme je le mentionnais tout à l'heure, là, au niveau du mode hybride, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde puisse contribuer, donc d'être à l'affût, en fait, autant des gens qui sont en présentiel que des gens qui sont aussi en virtuel, donc de créer des zones d'échange. Si naturellement les gens qui sont en présence sont dans le même groupe, puis ceux qui sont en virtuel sont dans le même groupe, bien là, on leur fait des sous-groupes en virtuel, puis on en fait en présence, mais sinon un peu comme on le fait en ce moment, où les gens, quand ils sont au bureau, ils doivent souvent être en Teams avec leurs collègues ou avec leurs différents outils. Donc, c'est d'être vigilant à ce que tout le monde puisse contribuer. Puis, je pense que le fait d'utiliser quand même des outils comme Teams, où on a du vidéo, nous aide. Puis, un partage d'écran est déjà beaucoup plus propice qu'à l'époque où les gens étaient en pont téléphonique. Fait qu'au moins, là, on est déjà à un niveau d'engagement qui est beaucoup plus grand, puis qu'il faut continuer à bénéficier. Parfait, merci. Un participant demande à avoir un peu une définition d'un intrant. Est-ce que vous avez des exemples à suggérer? Bien, en fait, un intrant, c'est une nouvelle information qui est soumise aux participants. Par exemple, le vidéo que j'ai montré tout à l'heure ou encore la notification d'urgence, ce sont des intrants. Donc, c'est une nouvelle information qui va faire avancer mon scénario. Ça pourrait être un bout de papier avec un employé qui se plaint ou ça pourrait être il y a différentes. Parfait, merci. C'est un stimuli. Merci.
Une autre question, quelles sont les difficultés de réaliser ce genre d'exercice en ligne? Quels sont les scénarios qui rassemblent plus de personnes et quelles positions ou rôles sont souvent les plus joués? Il y a 3 questions dans cette question. Oui. Qu'est-ce qui est le plus... Les difficultés? Oui, ben en fait, j'ai eu vraiment différents types d'exercices où on a eu des exercices où il y avait une quarantaine de personnes qui étaient présentes. Alors, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait plein de salles distinctes où les gens étaient engagés. J'en ai eu avec 200 personnes aussi, donc il y avait des sous-groupes. Dans ces cas-là, ce qui est plus difficile en tant que modérateur, c'est de s'assurer que tout se déroule bien dans tous les groupes. Donc, à ce moment-là, on va se munir d'outils comme les Microsoft Forms. On va demander aux gens de mettre leurs constats, puis après ça, on peut en grand groupe aller les partager. Puis, j'en ai eu aussi où c'était juste la cellule de crise, donc la haute direction qui était en train d'être exercée. Le défi, c'est toujours le niveau d'engagement. Est-ce que les gens de l'autre côté sont attentifs ou pas? C'est pour ça qu'on fait des forms, on fait des Vivox, on a des outils, on encourage à ce que les gens rouvrent leur caméra. Donc, c'est les différents défis qu'on rencontre là. Donc, il y a vraiment différents types qui sont exercés, je dirais. Puis le niveau de maturité, le niveau d'aisance, à quel point les gens se connaissent aussi, puis à quel point nous, on les connaît déjà aussi, va jouer dans l'interaction ou à quel point ils aiment jouer ou pas, puis qui embarquent dans le scénario, va vraiment avoir une incidence. Merci, Mme Primo. Une autre question, est-ce que le fait avez-vous fait des exercices virtuels et présentiels simultanés, dans le fond, où les deux sont combinés? Et si oui, là, comment ça se déroule? Dans le fond, la réalité, ce qui est le plus concret versus le virtuel, est-ce que l'amalgame de tout ça se concrétise, se déroule bien? Oui, mais c'est sûr, mais il faut... En fait, moi, ce que j'ai trouvé dernièrement, c'était plus de repenser au présentiel parce que là, on commence à être tellement habitué d'être en mode virtuel que tous ces petits réflexes-là, tout à l'heure, la page ou la diapo que j'ai rajoutée, moi-même, je n'ai comme eu besoin de m'en rappeler parce que le présentiel est rendu comme moins présent, puis on est rendu habitué d'être en mode uniquement virtuel. Fait que le défi, ben, c'est de s'assurer que tout le monde est connecté puis qu'on donne les droits de parole, donc qu'on soit attentif aux droits de parole que les gens virtuels ou encore en présentiel peuvent avoir. C'est sûr que si on a des super salles où est-ce qu'il y a des micros puis qu'on est capable de bien capter les sons des gens, ben, c'est encore mieux, mais c'est pas toujours le cas, là. Parfait. J'imagine la répartition aussi des gens qui est en virtuel, qui est en présentiel, il doit y avoir un équilibrage, quelque chose à aller... Oui, puis comme je disais, quand j'en ai réalisé pré-COVID, quand ça m'est arrivé d'en animer où moi, je n'étais pas présente, j'étais la modératrice, j'étais la facilitateur de l'exercice, mais je n'étais pas en présence et il y avait un groupe en présence puis un groupe en virtuel. Moi, je faisais partie de la gang des virtuels, ben, c'était plus difficile parce que des fois, il se passait des conversations dans la salle, puis moi, je ne pouvais pas les ramener à tout le monde. Donc, idéalement, c'est mieux que le modérateur soit dans la salle et plutôt que d'être celui qui est en virtuel avec d'autres participants virtuels. Au moins, je m'assurais que c'était égaux pour les virtuels, mais ceux en présentiel, des fois, il fallait les ramener à l'ordre pour qu'ils pensent à nous qui étions à distance. Merci, Mme Primo. Ça mettrait fin à notre période de questions. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci de l'opportunité. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées. Puis je suis aussi joignable sur le LinkedIn. Merci beaucoup.